Aujourd'hui, 5 juillet 2023, c'est la traditionnelle journée de formation organisée par le centre de formation Drone by Lucas. C'est une formation destinée plutôt aux télépilotes professionnels ou en passe de le devenir, où on aborde les différents thèmes comme notamment le passage à la réglementation européenne. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents durant cette journée, je vous propose un petit résumé des points importants, notamment sur la transition vers les scénarios européens, puisqu'on a eu la chance d'avoir un intervenant de la DGAC. Et on commence avec Philippe, l'organisateur de cette journée. Philippe Boyadjis, je dirige Drone by Lucas, donc qui est un organisme de formation en région parisienne, formation de télépilote pour la partie professionnelle qualifiante initiale, mais également orientée métier. Et puis également président de la Fédération professionnelle du drone civil et vice-président de JEDA, Joint European Drone Association, donc la Fédération européenne des fédérations nationales du drone, qui a été créée pour pouvoir représenter la filière au niveau européen et notamment au niveau de l'EASA. Donc concrètement, on rappelle le but de ces journées-là, à qui ça s'adresse? Alors ces formations, elles s'adressent a priori à des pilotes professionnels qui sont déjà formés et qui ont déjà une activité, de manière à maintenir leurs connaissances et compétences aussi conformément aux obligations réglementaires qui demandent qu'un pilote soit à tout moment à jour et notamment au niveau de la réglementation. On a des ateliers théoriques et pratiques. Donc tu peux nous décrire qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui, durant la journée? Donc aujourd'hui, au niveau des ateliers pratiques, toujours du FPV comme l'année dernière. Également un atelier plus généraliste qui permet d'échanger avec les instructeurs, avec des drones relativement classiques. Et enfin, une aile volante qui est l'UX11 de la société Deller, avec une démonstration de tout le processus du paramétrage, le vol, et puis la récupération des données. Donc on a pu faire là où on se trouve, puisqu'on a un cadre qui nous permet de faire du S2 et donc qui permettait cette démonstration assez facilement. Alors cette aile en S2, elle a une particularité, c'est qu'elle nous prépare au STS 02, donc au scénario européen qui vont arriver à partir de l'année prochaine, puisqu'elle est classée C6 et c'est la première... le premier drone classé C6 en Europe. Okay. Donc on peut dire cocorico, parce que c'est une aile volante française. D'accord, donc on l'a vu effectivement évoluer, et c'est vrai que c'est assez impressionnant sur donc les différents usages possibles avec cette aile-là. Et justement, tant qu'on parle des scénarios européens, c'est un peu le thème de cette journée également, parce qu'on est à 6 mois de la transition. On sait qu'en 1er janvier 2024, ça va évoluer. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Tout à fait. Donc là, les scénarios français et nationaux, on va pouvoir continuer à les utiliser jusqu'à fin 2025, si vous êtes exploitant déclaré avant la fin d'année. Et à partir du 1er janvier de 2024, tu auras la possibilité, si tu es donc exploitant français, de travailler en scénario européen. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra adopter à partir de 2024 les scénarios européens. Donc aujourd'hui, le STS 01 en zone peuplée et le STS 02 pour du hors-vue. Mais on pourra le faire de manière, si on le souhaite, conjointe avec les scénarios français. C'est-à-dire qu'un même exploitant pourra travailler et en scénario français et en scénario européen avec son même numéro d'enregistrement d'exploitant. Et ça peut être intéressant parce que du coup, c'est un peu le sens d'une période transitoire. C'est que d'un point de vue, je dirais, financier, tu pourras continuer à utiliser les drones que tu as achetés pour faire du S3 et du S2 encore pendant 2 ans, jusqu'à fin 2025. Mais tu pourras, si tu le souhaites, commencer à faire des missions, alors en ayant bien sûr des drones de classe, en scénario européen. Donc, quelque part, commencer à s'adapter à ces scénarios européens,
sachant que ces scénarios européens, alors là pour tout le monde, à partir du 1er janvier 2026, tout le monde devra les adopter. Et donc en 2026, on rentre vraiment dans la nouvelle ère réglementation européenne du drone. Okay. Ça, tu te bases sur quoi pour toutes ces dates-là? C'est ce que a publié officiellement la DGAC et l'EASA? Ou est-ce que ces dates-là, on est sûr que ça évolue pas? Parce qu'on a quand même vu depuis le début des reports successifs. Oui, il y a eu des petits décalages, notamment dus au retard dans l'arrivée de la publication des normes techniques des drones qui permettent après d'avoir des drones de classe. Donc les travaux des commissions au niveau européen qui travaillaient dessus avaient un peu de retard. Donc qui dit s'il n'y a pas de publication, eh ben, les fabricants n'ont pas les informations. Donc ça a décalé la sortie des drones. Aujourd'hui, on nous annonce, même si au jour d'aujourd'hui, on a un drone de classe C6 et 0 de classe C5, on est à 6 mois de l'échéance, a priori, il n'y aura pas de report. C'est ce que dit la réglementation aujourd'hui. Et au niveau de l'EASA, donc l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, le discours est le même. A priori, il n'y aura pas de report. Donc si je résume, si j'ai bien compris, si on est exploitant avant le 1er décembre 2023, si on se déclare en tant qu'exploitant, on peut en 2024 exercer en scénario français et européen. Si on n'est pas exploitant déclaré avant le 1er janvier 2024, on est obligé, lorsqu'on a débuté son activité, d'utiliser les scénarios européens? Tout à fait. Et ce qui risque d'être un peu compliqué pour les toutes premières semaines, Oui. puisque les examens, a priori, les nouveaux examens théoriques dont on aura besoin pour les scénarios européens devraient démarrer en janvier. Donc démarrer une activité en janvier en passant son examen en janvier, ça va être compliqué. Mais du coup, tu vas avoir un afflux de demandes de formation les derniers mois de l'année, non? Tu ne penses pas? Que Dieu t'entende. Et donc, il y a un autre point qui peut être bloquant dans cette transition tout début 2024, c'est effectivement, comme tu l'as dit, l'absence de drones actuellement, avec une classification donc, qui permet d'évoluer en scénario européen, donc c'est 5, c'est 6. Donc c'est sûr que pour un exploitant, actuellement, un drone, donc ce qu'on appelle ancienne génération, on va dire, il va être obligé donc, de rester en scénario français pour utiliser son matériel qu'il utilise actuellement. Alors là, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend des drones de classe qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent. On aura peut-être des drones de classe très performants à des prix corrects. Et là, les prix, on a honnêtement des petites inquiétudes. On espère que voilà, les fabricants, entre guillemets, ne vont pas profiter de ce renouvellement et de ces nouvelles exigences pour proposer des prix plus importants. Mais voilà, si on a des drones valables, on pourra les utiliser. Et puis, il y a quand même un élément aussi, c'est que pour les drones que l'on utilise déjà, on a les PDRA, alors qu'il y a un système, on va dire, un petit peu particulier, une sorte d'autorisation, mais facilitée, puisqu'on prédéfinit les risques et comment on va les compenser. Et donc, il y a un PDRA spécifique pour pouvoir utiliser des drones qui ne sont pas des drones de classe dans le cadre des scénarios européens. Sur une mission, individuellement par mission, on fait un dossier spécifique ou c'est une fois que tu as un PDRA pour un drone, tu peux l'utiliser? Je n'ai pas la réponse à cette question. Okay. Je ne sais pas si c'est afférent au drone ou pour certaines opérations. Okay. L'avantage en fait d'exploiter en tant que scénario européen, c'est de pouvoir effectuer des missions en France et en Europe. Tout à fait, puisque si vous travaillez en scénarios nationaux, vous pouvez le faire jusqu'à fin 2025, mais uniquement en France. Si c'est dans un autre pays européen, il faudra faire une demande d'autorisation. Mais je pense qu'il y a quand même un point supplémentaire aussi et qu'on peut avoir tendance à oublier, parce que c'est vrai, nous les Français, on est habitués, puisque c'était une initiative française, à travailler en scénario, donc aujourd'hui en catégorie spécifique. Mais il ne faut pas oublier que l'open existe. Et donc, on peut aussi faire pas mal de missions en open. Et en plus, alors c'est un autre sujet, je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde, mais il y a une réglementation particulière sur la gestion des espaces
Et il est possible, alors que jusqu'à présent, on pouvait évoluer dans ces espaces qu'en catégorie spécifique, on puisse l'étendre à l'open. Donc ce qui veut dire que la réflexion sur le matériel, on doit l'étendre aussi à ce phénomène-là, la possibilité de faire de l'open. Ok. Sauf que quand même, la majorité des missions sont quand même souvent en zone peuplée, a priori quand même pour la majorité des missions. En revanche, ce que tu as dit là et ce que j'ai entendu ce matin, c'est que on pourrait éventuellement faire du scénario, enfin une mission en zone peuplée en catégorie ouverte. Il y aurait une évolution de la. Tout à fait. Donc il y a l'arrêté espace. Dans l'arrêté espace, il y a notamment l'obligation, si on intervient en zone peuplée, de faire une déclaration préalable à la préfecture. Donc ça fait partie du package de l'arrêté. Donc cet arrêté, ça résulte d'une prérogative nationale. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'une réglementation européenne. On est dans le cadre d'une prérogative nationale qui permet de fixer des règles sur l'accès aux espaces. Et donc, l'arrêté espace, il est en cours de refonte, notamment pour tenir compte de possibilités supplémentaires, en accord d'ailleurs avec la réglementation européenne et avec les recommandations de l'EASA. Donc, cet arrêté espace française va s'ouvrir à l'open. Alors, les conditions dans lesquelles il va s'ouvrir ne sont pas encore finalisées, puisque cet arrêté, il est en cours de réforme. Donc, on est à l'état de projet. On est même à l'état, au moment où on se parle, dans un niveau de consultation. Donc, il y a un certain nombre d'interlocuteurs, notamment la filière, qui sont consultés sur la réforme de cet arrêté espace, mais qui normalement devraient ouvrir à l'open, avec des conditions. Mais voilà, ce qui veut dire que jusqu'à présent, on était habitué, si j'interviens sur l'espace public en agglomération, c'est uniquement possible en scénario. Demain, bientôt, sûrement avant la fin de l'année, puisque l'arrêté devrait, je pense, sortir avant la fin de l'année, il y aura possibilité d'intervenir en open. Et donc avec des machines qui existent déjà, puisqu'on a déjà des machines Ça, de tu as classe. l'information par rapport à l'association de GEDAC ou est-ce qu'on peut trouver ça, ces textes officiels Alors, ce texte officiel, on ne peut pas le trouver, puisqu'il Oui, n'y en a pas, c'est un projet. Et le projet, je pense qu'il est demandable à la DGAC. d'accord. Et donc, d'après toi, il y a de bonnes chances pour que ça aboutisse Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, parce Enfin, que ouvrir toutes les opérations en agglomération qui représentent sans doute 80 ou 90% des d'accord. prestations des pilotes à des pilotes open qui n'ont pas de formation pratique, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Et donc, je dirais que la filière et la FPDC voilà, va travailler sur ce projet et faire part de ses réactions pour qu'on s'assure qu'on puisse, pourquoi pas, intervenir dans le cadre de l'open avec des machines correspondant à l'open, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais avec des garanties, notamment sur la qualification, qui permettent de gérer le risque important qu'on connaît pour une opération en zone peuplée. Parce que du coup, alors à ce moment-là, la mission spécifique, c'est quoi? Si c'est plus ce sera des missions très, enfin, je dirais pas ponctuelles, mais le plus gros des exploitants pourrait se satisfaire justement de cette catégorie ouverte. Qu'est-ce que les centres de formation vont devenir alors? Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir je ne vais pas lire dans la boule de cristal, mais je pense que sur un plan, parce qu'on a, on a un plan réglementaire, mais voilà, un plan après d'exploitants. Et on a beaucoup d'exploitants, et également des exploitants qui sont des structures importantes, voire internationales, qui exploitent des pilotes et qui veulent garantir la qualification de leurs pilotes et leur qualité. Donc, pour moi, ce n'est pas la fin des formations, puisqu'il y aura toujours besoin de former les pilotes. Il y aura peut-être un peu moins, on va dire, d'influence réglementaire là-dessus. Et puis, là, on a parlé de la zone peuplée. Après, la zone peuplée en ouvert, c'est possible avec des drones d'une certaine masse. Mais au-delà, il faudra aller vers le scénario STS 01.
Et puis en dehors des zones peuplées, si on veut faire du hors-vue, le hors-vue est interdit en open, donc là il faudra toujours la qualification. Quelqu'un qui est qualifié par le cursus standard CATT et pratique comme on le connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aura à faire pour obtenir justement cette qualification de scénario européen? Il faudra repasser la qualification? Comment ça se passe? Alors c'est une bonne question et une forte attente, je pense, de beaucoup de pilotes et d'exploitants. Alors il y a deux aspects, il y a la partie théorique et pratique, il y a aussi plus globalement le fait que, à ma connaissance, il n'y a pas de communication officielle de la DGAC sur ce sujet, mais c'est vrai que, bon, étant président de la fédération, je suis en contact avec eux, donc a priori, on devrait aller vers les solutions suivantes. Pour le théorique, avoir à passer l'examen théorique pour pouvoir travailler en scénario européen. Donc on va sans doute appeler ce théorique le CATS, c'est ATS. Donc ça veut dire repasser l'examen, qui sera un examen qu'on pourra sans doute passer en ligne, par différence au CATT actuel qui se passe en centre, et qui comprendra le même type de questions que le CATT actuel, sauf que toute la partie scénario et comment mettre en œuvre chaque scénario sera adaptée à la nouvelle réglementation européenne. C'est l'objectif en faisant repasser cette partie théorique. Donc, examen théorique en ligne, mais on peut le passer chez soi, d'après ce que j'ai pu comprendre, plus une journée pratique. Alors après, donc ça c'est la théorie, et la pratique, effectivement, l'idée c'est de pouvoir valider que la personne a le niveau suffisant au niveau pratique. Donc là, c'est les organismes de formation qui vont recevoir les personnes et qui vont, sur la base de la preuve de leur formation pratique professionnelle française déjà réalisée, et avec sans doute quelques tests et vérifications. Après une journée, si une journée suffit, après si la personne n'a pas piloté depuis 3 ans, peut-être qu'il faudra 2 jours, mais a priori on devrait aller vers une journée minimum qui permet d'attester les compétences pratiques. Donc ça veut dire du en ligne plus minimum une journée pour la partie pratique, mais encore une fois, ce sont des éléments qui ne sont pas publiés. Voilà. D'accord. Donc on n'a pas de passage en centre DGAC comme on le connaît actuellement, a priori, si ça reste comme ça. Ça, c'est dans le cadre où tu as déjà le CATT, mais si tu n'as pas le CATT, si tu veux faire la formation, on en parlera après de la formation, mais si tu veux passer l'examen pour les scénarios européens, c'est le même QCM ou c'est différent si tu as déjà le CATT et si... A priori, ça va être le même si tu l'as ou si tu ne l'as pas. D'accord. Parce que ce serait assez compliqué pour la DGAC de mettre en place des questionnaires différents. Donc ce sera le même CATS pour tout le monde. Ce qui veut dire notamment que des questions sur la météo, on les aura à nouveau tout refaire. dans le CATS. Et du coup, si on veut se former pour passer ce nouvel examen QCM, c'est là où il faut faire appel au centre de formation? Alors là, au niveau de la partie théorique, c'est comme aujourd'hui, on peut faire ça en auto-formation, on peut également se former avec des organismes de formation, avec des formations en présentiel, en ligne. Voilà, toutes les modalités seront possibles. Et vous, d'un point de vue centre de formation, vous avez déjà les éléments pour proposer des formations européennes? Alors on a déjà les éléments. Après, pour nous, c'est un peu compliqué de le proposer aujourd'hui, parce qu'on aurait sans doute assez peu de demandes. Donc je pense que nous et d'autres organismes vont le proposer sans doute à partir de la fin de l'année. D'accord. Est-ce qu'on a des gros changements au niveau d'une mission en ST01 par exemple par rapport à un scénario S3? Est-ce que concrètement, avec les éléments que tu as aujourd'hui, tu peux dire si globalement c'est les mêmes contraintes, distance des tiers et voilà, respect des hauteurs et en fonction du poids du drone? Alors j'ai quelques tendances. Après, c'est vrai que tant qu'on n'a pas mis en œuvre des missions, et par définition, on ne peut pas les mettre en œuvre puisque les scénarios commencent l'année prochaine. Donc c'est difficile d'avoir un jugement très, très précis et opérationnel là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que d'une part, pour rassurer si nécessaire, les principes restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir une zone d'opération, une zone de vol, une zone de sécurité, une zone buffer. Après, c'est les modalités de définition qui vont être un petit peu différentes.
On va sans doute être sur une définition de la zone peuplée un peu plus délicate en scénario européen, puisqu'on va travailler sur des densités de population. Donc en fonction de la zone sur laquelle on intervient, et la zone vraiment très précise sur laquelle on intervient, il va falloir être capable de définir la densité de population, notamment en s'aidant de cartes qu'on va trouver sur Géoportail, puisqu'on a à disposition cette information. Donc là, il va falloir être sans doute un peu plus précis que ce qu'on l'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on se cale uniquement sur ce que nous dit la carte OACI. Mais je ne vois pas de contraintes supplémentaires importantes. Et concernant le STS 02, donc l'équivalent du S2 actuel, c'est peut-être au contraire une souplesse complémentaire, puisque au lieu d'aller aujourd'hui maximum à 1 km, notre drone pourra aller jusqu'à 2 km avec un observateur sur le deuxième kilomètre. Donc l'arrivée des espaces U-Space, c'est répondre à une demande de besoins terrain. Par exemple, deux hôpitaux distants et qui veulent échanger du sang, des organes, et donc transporter. Donc pour transporter entre les deux hôpitaux, on va pouvoir, grâce à la réglementation qui est entrée en application au début de cette année, on va pouvoir créer un espace. Et cet espace, ça va être un espace dans lequel le drone qui transporte les produits d'un hôpital à un autre va pouvoir consacrer cet espace à cette activité-là. Mais pas que. Autrement dit, si tu veux intervenir et si tu as une mission dans cet espace-là, tu pourras y pénétrer, mais avec une formalité supplémentaire, peut-être un coût, d'après mes informations actuelles, qui devrait être de l'ordre de 10 ou 20 euros par opération, pour pouvoir pénétrer dans cette zone. Que tu règles à qui? Alors que tu vas régler au USSP, donc c'est le terme anglais, qui est en fait le prestataire de service qui va gérer cet espace et qui est un petit peu comme les plateformes de préparation de mission aujourd'hui. Sur la plateforme, tu dis que je voudrais intervenir à tel endroit, et donc ton outil, celui qui te coûte 10 ou 20 euros, va te dire vous êtes dans un espace U-Space, donc voilà éventuellement les règles particulières, et voilà les informations que vous devez donner pour réaliser une mission dans cet espace. À partir de quand ces U-Space ils peuvent être matérialisés? Alors, la réglementation, comme je disais, est rentrée en vigueur au début de l'année, mais assez complexe à mettre en œuvre, puisque les autorités nationales, DGAC en France, doivent travailler sur le sujet, désigner justement des USSP, ceux qui vont gérer ces espaces et les services accessibles sur ces espaces. Donc, le temps que tout le processus se mette en place, en France, ça pourrait être d'ici la fin de l'année. Il y a des chances qu'on en ait, notamment dans le cadre des JO, donc ça c'est l'année prochaine. Et dans les autres pays, c'est très variable. En Europe, on est entre 6 mois et 5 ans pour l'arrivée des espaces U-Space, mais ça va être une vraie réalité de mission, une réalité supplémentaire, c'est-à-dire quand on va préparer sa mission, il y aura ce nouvel élément qui va rentrer en ligne de compte. Comme si on évoluait à proximité d'un aérodrome où du coup on rentrerait en contact concrètement, enfin voilà, ce sera une étape supplémentaire. Et comme tu le disais, effectivement, maintenant, on passe beaucoup par des plateformes donc, comme Drone Keeper, qu'on a vu aujourd'hui donc, en intervenant, Clearance et Flyby aussi. Donc, a priori, si on passe par ce type de plateforme-là, le U-Space devrait être intégré à ces organismes-là, à ces plateformes-là. Alors après, là, c'est un marché où chaque société privée peut s'insérer et être candidate pour être USSP. Et c'est chaque USSP qui va pouvoir proposer une prestation uniquement d'accès à l'espace aérien ou qui pourra intégrer dans une solution qu'il a déjà. A priori, côté Innovatem, c'est l'option qui va être choisie, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer à leur plateforme existante cette nouvelle fonctionnalité et ce qui pourrait peut-être ne pas présenter de surcoût
par rapport à leur D'accord. abonnement actuel. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est nouveau dans le paysage européen, nouveau en France et nouveau dans tous les pays européens. Et assez voilà, complexe dans la mise en Mhm. œuvre, mais je pense que côté télépilote, ce sera relativement simple. Oui, d'accord. Comment on fait pour s'informer justement de la mise en place de ces use space et de rester au contact justement? Est-ce que tu penses que Alpha Tango, on aura une information officielle? Est-ce qu'on va poser la question peut-être à Nicolas de la DSAC? Alors on va avoir l'information, oui, je pense par la page que j'appelle la page ressources de la DGAC, où on trouve toute l'information sur la catégorie spécifique et la catégorie ouverte. Et puis par Alpha Tango et par Drone by Lucas. Du coup, bonne transition. Donc déjà, merci pour toutes ces réponses. Donc toi qui es quand même justement au fait par rapport à la réglementation européenne, par rapport à l'association de JEDA, donc tu participes justement à ces questions-là. Donc c'est très intéressant. Ceux qui veulent s'inscrire pour la journée de formation annuelle, on va sur ton site et on Tout à peut fait. éventuellement préréserver pour l'année prochaine, ceux qui souhaitent assister justement à ce type de journée. Tout à fait. À partir peut-être de la semaine prochaine, vous pourrez effectivement commencer à vous inscrire, puisque cette journée est annuelle, chaque début juillet, en partenariat avec UBRL. Donc, on rappelle que toi, ton centre de formation, il est basé en Seine-et-Marne, côté de Melun. Tu interviens sur Paris également, sur la partie théorique aussi de temps en temps. Tu as des centres de formation ailleurs. Alors là, actuellement, on est en région parisienne avec deux centres, un à l'est et un à l'ouest, D'accord. notamment pour des personnes qui peuvent être dans le Mhm. 92-78. Également en Bourgogne. Et puis, on a pas mal de modules qui sont, ou une partie des modules qui sont réalisables à distance aussi. Est-ce que du coup, tu as de la vision, toi, sur une éventuelle première formation européenne? Par exemple, si moi, je veux me former pour le QCM, quand est-ce que je peux venir t'appeler et te dire, Je je voudrais me pense, former? tu peux m'appeler à partir d'octobre. Ok, ça marche. Bon, bah, je le ferai. Comme ça sera l'occasion de faire une petite vidéo sur cette nouvelle formation. Donc, on a la chance d'avoir un représentant officiel de la DGAC. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle Nicolas Delcourt, je suis inspecteur de surveillance à la DGAC d'Essac Nord, direction de la sécurité de l'aviation civile. Je travaille dans les opérations aériennes, en aviation générale plus précisément, et spécialisé dans les opérations drones. Donc, toi, tu interviens aussi sur le cadre donc, contrôle, enfin, sur une mission professionnelle à un exploitant, tu peux éventuellement être amené. Alors effectivement, ça fait partie de mes missions, on a plusieurs missions, et dont la principale, c'est de surveiller les exploitants. Donc on surveille les exploitants, pas que drones, mais dans mes missions en drone en tout cas, je surveille les exploitants, aussi bien au travers de contrôles documentaires que d'inspections en contrôle d'opération réelle. Donc on vient les rencontrer, on les voit sur site, on les voit dérouler une opération entièrement, et on vérifie qu'ils déroulent bien toutes leurs procédures dans leur mannex, conformément aux exigences D'accord. des Mhm. arrêtés, puis des règlements. Ok. Alors concrètement, les grandes dates à retenir, on va dire, la plus grosse c'est 1er janvier 2024. C'est la première à retenir parce que elle signe la fin de la catégorie ouverte dite limitée. On va passer en catégorie ouverte finale, entre guillemets, où on va utiliser des drones de classe C0, C1, C2, C3, C4, et puis tous les aéronefs qui ne seront pas de classe, on les utilisera en Open A3, ou alors en Open A1 si c'est moins de 250 grammes. Et surtout, ça signe la fin des scénarios standards nationaux pour les nouveaux exploitants. Donc tous ceux qui seront déclarés avant le 31 décembre 2023 pourront continuer à faire des scénarios standards nationaux pendant 2 ans, donc jusqu'à la fin 2025. Et tous les nouveaux exploitants, donc à partir du 1er janvier justement 2024, eux devront se déclarer en scénario standard européen. Donc, 1er janvier 2024, on a aussi une contrainte par rapport aux fabricants. Il va falloir que là, du coup, enfin, la DGAC ne peut rien par rapport à ça. Il faudra que ce soit eux qui proposent des drones. Exactement, des drones de classe, hein, donc on appelle des drones de classe. En fait, ça va correspondre à quelque part l'homologation qu'on a nous déjà en France, et c'est à la charge de l'exploitant, non, pas de l'exploitant justement, c'est pas à la charge de l'exploitant, c'est à la charge du fabricant de faire marquer ces drones. DJI par exemple actuellement a déjà fait marquer un drone, le Mavic 3 en C1.
Ils sont encore très très peu sur le marché, mais c'est en train d'arriver. On a aussi d'autres fabricants qui proposent maintenant aussi des drones en C6. Et ils ont encore. Alors, c'est vrai que l'échéance se rapproche de plus en plus, mais on s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, il y ait vraiment plein de nouveaux modèles qui soient proposés avec ces marquages de classe, ce qui paraît évident vu les contraintes réglementaires qu'on va avoir. Ça, tu l'as dit tout à l'heure dans ton intervention, c'est des centres de classification, je ne sais pas comment on appelle C'est ce qu'on ça, appelle des organismes notifiés, des en fait. Ce sont organismes, des d'accord. organismes indépendants, c'est des laboratoires, Voilà, en fait, qui ont un cahier des charges. Et on va retrouver après toutes les exigences qui sont dans les arrêtés, notamment le 945, le 2019-945, qui définit toutes les exigences techniques en termes de navigabilité des aéronefs. Et eux devront s'assurer que ces aéronefs, en fait, correspondent bien et valident bien on va dire, toutes les exigences qu'il y a dans ces arrêtés. Eux, ils font le marquage de classe. d'accord, En revanche, ils sont, entre guillemets, autorisés à faire ce marquage de classe par la DGAC ou toute autre autorité de l'aviation civile en Europe. d'accord. Un organisme peut être notifié en France par la DGAC, comme un organisme allemand sera notifié par l'autorité allemande. Et à partir du moment où un organisme est notifié, s'il décide de faire, par exemple, marquer le drone C1 de chez Mavic, pas besoin ensuite d'aller faire marquer ce drone dans d'autres pays. Une fois qu'il est marqué, même si c'est en Allemagne, c'est bon pour tout le reste de l'Europe. Chose intéressante que tu as dit ce matin aussi, c'est qu'un drone ancienne génération, entre guillemets, sans classification européenne, a priori, ne pourra pas obtenir une classification Non, c'est pas. européenne, puisque c'est le fabricant qui doit le faire lors de la Exactement. commercialisation. L'exploitant ne pourra pas le faire. Le fabricant pourrait le demander, mais étant donné que les drones qui sont sortis, on va dire, déjà à l'heure actuelle et puis auparavant, ne sont pas conformes en termes de navigabilité aux exigences. Donc il y a très peu de chances qu'ils risquent de les rétrofiter, entre guillemets, et de les faire marquer marquage de classe. Ok. Donc, au niveau du calendrier, est-ce que la DGAC va communiquer? Est-ce que sur le portail Alpha Tango, pour les exploitants, justement, durant cette phase de transition, les 6 mois à venir, est-ce qu'on va être informé? Alors, elle communique déjà, hein, on a des bulletins, vous savez, sur Alpha Tango, on a des petits bulletins justement pour tenir informé des échéances. Et on a le site aussi du ministère de la Transition écologique qui se trouve très facilement. Il suffit juste de taper drone catégorie spécifique dans Google, vous tombez sur le site. Et vraiment, j'ai envie de dire, c'est celui-là le site de référence qu'il faut avoir parce que il est vraiment mis à jour et puis il y a vraiment toute l'information, on va dire, officielle Ok, du gouvernement, quoi. donc on a le guide de la catégorie verte, le guide de la catégorie spécifique, qui sont mis à jour régulièrement. Exactement, en fait, on les met à jour dès qu'on peut. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui se passent, il peut y avoir un petit délai de latence, mais généralement, ils sont quand même régulièrement mis à jour. Et là, du coup, on peut s'attendre à ce qu'ils soient mis à jour prochainement, justement, notamment par rapport à ces nouvelles échéances qui arrivent. Pour les cas très spécifiques, il y a moyen quand même d'avoir un interlocuteur à la DGAC. Tout à fait. En fait, une fois que vous avez, de toute façon, vous pouvez lire les guides, et puis, en effet, vous avez sur le site, vous aurez des liens en fait et des contacts. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire par mail ou tout simplement vous tapez des sacs dans Google, vous regardez, vous avez trouvé un numéro de téléphone avec le standard et puis vous demandez à parler au service drone par exemple. Et généralement, moi j'ai des interlocuteurs très régulièrement au téléphone et on leur répond avec plaisir. Ok, bah, écoute Nicolas, merci beaucoup en tout cas. Ben, merci à toi.